Voilà, Danielle Linhart est sociologue, chercheuse, directrice recherche au CNRS, et elle est auteure de 3 livres à ma connaissance, mais je crois que là, j'en ai encore découvert un autre. Elle a dirigé ce travail-là, un grand travail, Pourquoi travaillons-nous? Ce titre est absolument fabuleux. Elle a aussi dirigé le livre collectif qui s'appelle Le travail nous est compté. Et elle est auteure d'un livre qui est sorti en dernier, 2009, Travailler sans les autres, avec un point d'interrogation. C'est important. Donc, quand on demande, en général, pourquoi travaillons-nous, la première réponse est parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Alors, à ça, on pourrait quand même répondre que, avec un slogan de mai 68 d'ailleurs, pourquoi perdre sa vie en la gagnant? Et c'est très important parce qu'en fait, nous ne travaillons pas seulement parce que faut gagner des sous, c'est aussi pour beaucoup plus. Le travail, ça crée un lien avec la société. Le travail, c'est aussi la reconnaissance sociale, le statut social. C'est pour tout cela que nous sommes liés à la société et c'est par le travail que nous le sommes. Voilà, ça c'est une introduction. Je voulais aussi dire que ce thème du travail est quelque chose qui est créé par l'homme, pour la société, et le concept du travail a radicalement changé au cours des siècles. Alors commençons par la société gréco-romaine. Elle a considéré que le travail, c'est complètement avilissant. Et la preuve, c'est qu'ils ont chargé les femmes, d'abord les esclaves et ensuite les femmes dans leur gynécée, du travail. Alors que les hommes, c'est-à-dire l'élite de la cité grecque ou romaine, se sont occupés de penser, discourir et prendre en main les affaires de la cité. Voilà, c'était anoblissant, c'était quelque chose de réservé aux hommes, aristocratiques. Ensuite, le christianisme, il n'a pas changé grand-chose à cette conceptualisation du travail, et cela jusqu'au 5e siècle. Au 5e siècle, c'est Saint Benoît qui, lui, a décrété que le travail était un bon chemin pour parvenir à Dieu. Autrement dit, nous gagner le paradis après avoir bien bossé. Et finalement, il faut attendre la révolution industrielle du 19e siècle pour qu'il y ait une vraie révolution du travail. Et c'est le philosophe anglais Adam Smith qui a jeté les bases de la société que nous vivons encore aujourd'hui, c'est-à-dire les bases du système économique du libéralisme. Et lui, il a compris que, en fait, c'est l'argent et le travail qui sont basés sur l'intérêt individuel et personnel. Nous vivons encore les conséquences de ça. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans avec la crise due à la spéculation qui est évidemment basée sur l'intérêt personnel, individuel, pour certains. Donc après, je suis encore au 19e siècle, mais le 20e siècle a fait une autre révolution avec, ça va vous étonner, avec Sigmund Freud, le psychanalyste, qui a découvert, excusez-moi, du terme, c'est pas du tout une invention, c'est une découverte sur lui-même, de l'inconscient. L'inconscient, et avec l'inconscient, le surmoi, et avec le surmoi, la sublimation. Et la sublimation a beaucoup à faire avec le travail. Parce que justement, nous investissons dans le travail. Il y a cette volonté de servir à quelque chose, d'être utile. Et des DRH et autres managers savent très bien, parce qu'ils jouent sur... ils promettent même le bonheur dans l'entreprise, n'est-ce pas? Engagez-vous chez nous, venez rejoindre nos équipes, vous allez vous épanouir. C'est ça qu'ils promettent, mais sur la réalité du terrain, et c'est là
où on voit le désastre du nouveau management. C'est autre chose parce que à ce discours sur le bonheur dans l'entreprise qui a remplacé celui du bonheur après le travail dans le paradis, ils ajoutent d'autres injonctions complètement en contradiction avec celle du bonheur et de l'épanouissement personnel. C'est, bon, faites du chiffre, soyez rentable, qui côtoie un autre slogan, par exemple, soyez créatif, autonome, etc. Donc, ça rend fou. Ça rend les salariés, les injonctions contradictoires, tout le monde le sait, on ne sait pas comment réagir. Donc, devant ces contradictions du travail, c'est très très difficile de tenir tête, de résister et de ne pas tomber justement dans la rivalité les uns avec les autres. Donc, au lieu que ce soit un lien social qui se crée, non, le travail finalement devient une rivalité et une cassure du lien, aussi cassure du lien familial, parce que très souvent, il y a une telle pression que les gens restent le soir, les week-ends, et bon, le travail mange la vie. Bon, à la question « Pourquoi travaillons-nous ?», on peut aussi répondre, ceux qui sont assez clairvoyants, ils répondent parfois « Oui, en fait, on travaille pour augmenter la marge bénéficiaire des entreprises. » Et une fois ces entreprises ont augmenté leur marge bénéficiaire, très souvent, ils se délocalisent sur la demande des actionnaires. Ou alors, ils vont dans les pays, c'est pas où alors, ils vont dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais en définitive, cette question « Pourquoi travaillons-nous ?», elle touche beaucoup la démocratie. Parce que, aussi bien « Pourquoi travaillons-nous ?», à quoi sert le travail, à quoi sert l'économie, ces questions-là sont fondamentales pour une société. Et elles devraient être discutées comme on le fait aujourd'hui, mais nous sommes un petit cercle par rapport à la grande société. Elles devraient être sujet des débats publics. Et donc soumis à la loi de la démocratie. Et là, je voudrais finir avec une question pour moi cruciale, à Daniel Linhart. Avez-vous une vue comment on peut sortir de ce cycle infernal, travail, production, consommation, qui ne nous rend pas heureux et qui, en plus, crée beaucoup de pauvreté dans le monde entier. On est malheureusement soumis à la loi de la mondialisation. Et aussi, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a une issue pour les jeunes, pour le travail, pour le sujet du travail qui nous rend plutôt malheureux, et il y a des suicides qui le prouvent, qu'épanouis. Grande question. Oui, c'est vrai qu'on puisse dire. Vaste programme, comme disait le général de Gaulle. Je vais essayer de tourner autour des questions qui viennent d'être évoquées, sans prétendre apporter des solutions. Mais je pense que, comme vous l'avez très justement dit, le simple fait de mettre la question du travail en débat, d'en parler, ça peut contribuer à faire, peut-être pas évoluer les choses, mais à aider à une prise de conscience qui nous manque, à mon avis, terriblement de nos jours, et qui fait que l'évolution générale du travail, de ce qu'il devient, n'est pas véritablement questionnée ni critiquée comme il devrait l'être dans notre société. Bon, je m'expliquerai évidemment là-dessus. Je vais essayer de vous proposer une analyse en 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, qui a à voir avec pourquoi travaillons-nous, mais surtout à voir avec ce que le management, comme vous l'avez aussi suggéré, cherche à faire de cette motivation qu'ont les gens à travailler. Bon, alors, pourquoi travaillons-nous ? Très clairement, je pense que ça ne pose pas véritablement de problème, et nous serons tous d'accord pour s'accorder à dire qu'on ne travaille pas uniquement pour l'argent. Bien sûr qu'on travaille pour avoir de l'argent et pour avoir de quoi matériellement se mettre à l'abri des besoins et pouvoir envisager l'avenir pour soi et sa famille. Bon, c'est un fait. Mais nous savons déjà que nous travaillons aussi pour d'autres raisons qui concernent notre rapport à la société, comme vous l'avez évoqué. Le travail peut être considéré comme un véritable cordon ombilical qui relie chacun d'entre nous à la société.
qui lui permet de se positionner, d'avoir une identité professionnelle et donc une identité sociale, une identité citoyenne. Le fait de travailler donne des droits, donne des devoirs aussi, mais inscrit chacun dans une logique collective, dans une interdépendance qui fait que nous dépendons les uns des autres pour satisfaire nos besoins. Et nous dépendons des compétences des uns et des autres et de la bonne volonté et de la bonne foi professionnelle des uns et des autres pour arriver à vivre correctement dans notre société. C'est-à-dire qu'on dépend évidemment des enseignants pour que nos enfants puissent apprendre ce qui leur est nécessaire pour s'insérer dans la société. Nous dépendons des médecins pour nous soigner, nous dépendons des boulangers pour notre pain, nous dépendons les uns des autres. Et c'est par le travail que nous faisons l'expérience collective de cette interdépendance qui, in fine, fonde la société. C'est par le travail que véritablement on prend conscience de ce qui fonde la société, de ce qui lie les uns aux autres, de l'interdépendance fondamentale dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, prendre pied dans la société, c'est, encore majoritairement aujourd'hui, trouver un emploi, se voir validé par le marché du travail, c'est-à-dire que des gens sont prêts à payer pour vous employer et des gens sont prêts à payer pour profiter des biens et des services que vous contribuez à produire. Donc, prendre pied dans la société, c'est la rendre aussi pérenne, faire en sorte qu'elle continue. Ça ne veut pas dire qu'elle continue nécessairement, que tout le monde souhaite qu'elle continue nécessairement à l'État. Au contraire, ça met la question du travail comme un enjeu de société, un enjeu politique, économique, enfin politique au sens noble et large du terme, un enjeu économique. À quoi sert le travail? Que devient le travail? Pourquoi travaillons-nous? Pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour que ce travail puisse permettre aux uns et aux autres dans la société de vivre ensemble et de continuer ainsi et de prévoir un avenir commun. Alors on pourrait développer énormément tous ces aspects qui nous sont rappelés de façon parfois violente quotidiennement. Lorsque des gens perdent leur emploi et savent qu'ils auront énormément de mal à le retrouver, on voit, moi j'ai toujours été frappée par ce que disent les salariés quand on leur annonce un plan social ou une fermeture d'usine. Ils disent, je ne sais pas si vous avez été attentif à leurs propos, on l'entend à la radio ou à la télévision, ou on peut le lire dans les journaux, ils disent souvent, j'ai donné 20 ans de ma vie à cette entreprise, j'ai donné 30 ans de ma vie à cette entreprise, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils ferment, on n'a rien en retour. Et cette idée du don, je l'ai trouvée bien intéressante, parce qu'on ne donne pas, on est payé pour travailler. Mais effectivement, les salariés, je parlerai essentiellement des salariés, sont dans une situation altruiste quand ils travaillent, parce qu'ils ont le sentiment de ne pas travailler uniquement pour eux, pour leur bien-être matériel, enfin, c'est beaucoup dire, parce que souvent les salaires sont bas, mais enfin, de ne pas travailler uniquement pour eux, mais de travailler aussi pour la société, et de travailler pour leur entreprise, pour que l'entreprise perdure, offre des emplois aux enfants et aux petits-enfants, et offre des produits et des biens et des services donc, à la société. Et il y a cette idée que j'ai vraiment découvert comme profondément ancrée dans les esprits. Dans le travail, il y a une part importante, altruiste, on donne. Voilà. On partage, on souffre ensemble, il y a une expérience collective de la difficulté, des pénibilités, de tout ce qui peut être dur au travail. On le fait ensemble et on sait pourquoi. On sait à quoi ça sert, etc. Et donc, il y a véritablement une dimension altruiste. Alors qu'on est inscrit dans le cadre d'un contrat salarial, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que ça nous amène à concevoir ce qui est fondamental dans le cadre du travail salarié, c'est que les salariés au travail mettent de leur valeur, mettent des éléments qui leur sont propres en termes de valeur, en termes d'identité, en termes d'intérêt aussi, et que dans le contrat de travail, il y a un contentieux. C'est à partir de là que je voudrais réfléchir à ce que fait le management, aux gens qui travaillent. Dans le contrat de travail, il y a un contentieux inépuisable qui est que les intérêts et les valeurs des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Alors je m'explique. Vous savez ce qu'est un contrat de travail salarial? C'est d'abord un contrat de subordination juridique. C'est-à-dire que ça se caractérise par le fait que l'employeur achète du temps aux salariés. Il achète certes des compétences et des qualifications, mais il achète essentiellement du temps. Et le temps qu'il achète, c'est pour ça qu'on parle de subordination juridique, correspond à un moment où le salarié est obligé d'accepter de se déposséder du libre arbitre et du libre usage de son propre temps. Et comme le temps,
c'est de la vie, hein, on ne peut pas dissocier le temps d'un individu de sa vie. Cela veut dire que pendant la durée du travail, le salarié accepte de se déposséder de cette capacité de décider de ce qu'il fera, de comment il travaillera, et comment son temps de travail sera mis à profit. Bon. Et donc, en dédommagement de ça, le contrat de travail prévoit évidemment un dédommagement financier, c'est le salaire, le revenu, qui est fixé. Et les économistes parlent d'incomplétude du travail, c'est très intéressant parce qu'ils disent le temps de travail qui est acheté est défini, le salaire est défini lui aussi, mais ce qui n'est jamais défini, c'est la manière dont l'employeur va utiliser le temps qu'il a acheté. Comment il va organiser le travail des salariés qu'il a embauchés. Ça n'est pas défini par le contrat de travail et c'est ce qui crée, selon les économistes, cette notion d'incomplétude. Et en fait, autour de cette notion d'incomplétude, il y a la notion de conflit. Pourquoi? Parce que l'employeur souhaite, de son point de vue, légitimement mettre au travail les salariés dont il a acheté le temps selon ses propres critères d'efficacité, de performance, de rentabilité, selon sa rationalité productive. Il dit j'ai acheté ce temps, c'est à moi de dire comment les salariés doivent travailler, selon quelle méthodologie, selon quelle procédure, selon quel comportement professionnel. Mais le salarié, il n'est pas indifférent dans l'affaire. Le salarié, il doit travailler. C'est sa vie qui met dans le contrat de travail aussi. Et il ne peut pas envisager d'être agi par quelqu'un d'autre et de ne pas pouvoir faire passer ses propres valeurs. Ses valeurs en termes d'utilité sociale, en termes de ce qu'il estime juste et légitime de faire et de produire pour la société, ou de ce qu'il estime juste et légitime de produire vis-à-vis de soi-même en tant que salarié, en tant que professionnel, désireux de faire du bon travail, du travail de qualité, du travail utile, etc. Et il y a un conflit inépuisable. Alors, il y a les intérêts qui ne sont pas les mêmes, j'en dis quand même quelques mots au passage, parce que ce n'est pas uniquement une question d'intérêt financier, ce n'est pas uniquement de dire les salariés veulent être payés le plus possible et l'employeur veut les payer le moins possible. Bon, ça, effectivement, ça fait partie du problème, on le sait tous. Mais il y a un autre problème très crucial, c'est que le salarié a besoin de s'économiser sur la durée. Il sait qu'il va devoir travailler 30 ans, 40, 42 ans maintenant, avant d'arriver à la retraite. Donc, son intérêt, c'est de ne pas être utilisé de façon trop intensive pour pouvoir durer et arriver à atteindre l'âge fatidique de la retraite. Ce n'est pas du tout la problématique de l'employeur. Il n'est pas désireux nécessairement d'employer un salarié pour 30 ou 40 ans. Il peut avoir envie de l'employer pour 5 ans, mais de façon la plus intense, la plus intensive possible, la plus productive. Donc là, il y a un conflit d'intérêts. Mais il y a aussi un conflit de valeurs, une fois de plus. Qu'est-ce que c'est qu'un travail bien fait? Qu'est-ce que c'est que le beau travail? Ça, c'est l'expression d'un psychanalyste du travail qui s'appelle Claude Dejour. Chacun a une image, une idée en tête sur comment il doit travailler pour employer de façon intelligente, utile, satisfaisante pour soi, d'utiliser son propre temps. Bon. Alors là, il y a un conflit véritable. Et la question de pourquoi travaillons-nous, c'est effectivement un enjeu entre les employeurs et les salariés. Les salariés voudraient pouvoir y mettre du leur, voudraient pouvoir influer sur la manière de travailler, sur le produit fini, sur ce qui transparaît, sur ce qui passe à travers ce qu'ils produisent. Et l'employeur, de son point de vue, pense qu'il est tout à fait en droit d'imposer des manières de travailler parce qu'elles sont, de son point de vue, les plus rentables. Et ça évolue. Quand on passe d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier, les critères de rationalité, les critères de rentabilité et d'efficacité que cherche à mettre en œuvre l'employeur changent. Elles deviennent, comme on le voit à l'heure actuelle, à très court terme. Il s'agit de rentabiliser à court terme, peu importe la qualité du produit. Au fond, au contraire, on serait bien content d'organiser son obsolescence, de produire des choses qui ne durent pas. Hein, et c'est ce qui se met en place, on le voit très bien. Quand vous achetiez, il y a 20, pour les moins jeunes, 20 ou 30 ans, un téléviseur ou une machine à laver, ben, vous saviez que ça pouvait durer 20 ans. Maintenant, on vous explique
si vous allez chez Darty, que dans 5 ans, il faut prévoir le renouvellement, donc vous avez intérêt à prendre une assurance qui que quoi. L'obsolescence, elle fait partie du produit, elle est incluse dans la stratégie. Mais du point de vue du salarié, c'est pas très satisfaisant d'être obligé de mettre en œuvre des manières de travailler, des produits, des matières premières, de façon à ce que la chose qu'il va produire et créer ne dure pas trop longtemps. Il faut comprendre aussi que la qualité, c'est un enjeu. La qualité, il n'existe pas de qualité naturelle. La qualité, c'est une construction sociale. Ce qui va être considéré comme de la qualité maintenant est quelque chose qui aurait pu paraître il y a 20 ans comme totalement contradictoire avec la notion même de qualité. Parce que pour un industriel, produire de qualité, c'est quelque chose qui va être utilisable 2-3 ans et guère plus. Et pendant 2-3 ans, le consommateur sera très satisfait, il aura même créé un état de dépendance par rapport à ce bien, et quand ce bien qui est prévu pour tomber en panne ou être hors d'usage dans 3 ans, il va se précipiter pour le renouveler. Bon. Et la qualité, c'est ça. Il n'y a pas de qualité en soi. La qualité est une construction sociale, c'est un enjeu, et on décide de ce qu'est la qualité, ce que les normes ISO 9000, pour ceux qui connaissent, doivent certifier, doivent valider. Ce sont des constructions sociales qui sont mises en place par des bureaux de consultants, par des ingénieurs qui décident que voilà, c'est ça la qualité. Mais si on vous mettait en place un panel de consommateurs et qu'on leur demandait ce qu'est la qualité, on aurait peut-être un point de vue totalement différent. Donc il faut bien comprendre que dans ce pourquoi travaillons-nous, il y a une confrontation de points de vue différents entre les gens qui travaillent, qui sont mis au travail, dans le cadre de ce contrat salarial, et ceux qui mettent au travail, ceux qui emploient. Il n'y a pas le même point de vue. Voilà. Donc, c'est la base de la conflictualité d'un antagonisme irréductible, et il faut, du point de vue de l'employeur, parvenir à obliger le salarié à travailler, non pas selon son propre point de vue, mais selon le point de vue de lui-même, employeur. Alors, ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été la grande question. Et il y a, au cours de l'histoire, un consultant qui est apparu en disant « Moi, je vais résoudre cette question une fois pour toutes, et je vais proposer un mode d'organisation du travail qui va sortir de ce conflit, hein, et qui va permettre de réconcilier ad vitam aeternam les employeurs et les salariés qui apparaissent effectivement comme mus par des valeurs et des intérêts contradictoires. » Cet homme, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Frederick Winslow Taylor. Bon, à la fin du 19e siècle, Taylor était un consultant. Le taylorisme, c'est l'héritage de Taylor, qui est arrivé en disant, voilà, il y a des points de vue professionnels, il y a des conflits de valeurs, etc. Et il a traduit ça d'une manière très réductrice en disant, d'un côté, il y a les ouvriers qui flânent, hein, ils veulent en faire le moins possible, et de l'autre, il y a les patrons qui les payent le moins possible. Et qui paye les frais de ça? C'est la nation, parce qu'il n'y a pas de productivité, ou elle est très très basse, et donc il n'y a pas une abondance de biens et de produits, de biens et de services, il coûte très cher, on n'en sort pas, je veux réconcilier tout le monde. Et il a produit l'Organisation scientifique du travail, en disant, si c'est une organisation qui est basée sur l'usage de la science, ça ne peut que réconcilier tout le monde. C'est comme ça qu'il a vendu son Organisation scientifique du travail, son taylorisme, son organisation taylorienne, comme on l'a appelé plus tard. C'est tout simplement en disant, c'est la science qui va décider, c'est pas le patron qui va imposer son point de vue, c'est pas le salarié non plus. Et c'est très intéressant de savoir que Taylor disait, je propose avec mon modèle la One Best Way, la seule meilleure façon de s'y prendre. Hein. La meilleure façon de s'y prendre est la seule. Il faisait valoir qu'avec son système, tout le monde s'y retrouverait. Il y aurait plus de productivité, on pourrait payer plus cher les salariés et donc il réconciliait absolument tout le monde. Mais au fond, la grande astuce du taylorisme, ça a été d'imposer la contrainte et le contrôle des ouvriers dans la définition même des tâches. Parce qu'il le dit clairement, quand on lit Taylor, je ne sais pas si dans la médiathèque il y a du Taylor, je conseille vivement d'avoir la direction scientifique des ateliers. Ça se lit comme un polar, ça se lit comme un roman, parce que c'est Taylor qui se défend devant le tribunal, la commission de justice du Parlement américain, parce qu'on l'accuse d'avoir mis en péril les métiers, et il se défend, il dit mais non, ce que je fais c'est très bien, ça réconcilie tout le monde, et puis ça démocratise le travail, ça le met à la portée de tout le monde, ça augmente la productivité, etc. etc. Bon, c'est très intéressant parce que ce qu'il dit, dans les 300 pages, il répète sans arrêt, mon système
permet de faire en sorte que le travail se déroule indépendamment de l'état d'esprit des ouvriers, indépendamment de leur bonne ou mauvaise volonté, indépendamment de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont dans la tête, de ce qu'ils veulent imposer en termes de métier. Il le dit clairement. Il prend position dans ce conflit de valeurs, dans ce pourquoi travaillons-nous. Les ouvriers travaillent pour faire leur boulot selon les règles du métier, hein, de faire du beau boulot, et d'imposer leur point de vue, in fine, d'imposer leurs intérêts, mais d'imposer aussi leur point de vue sur leur travail. Et Taylor dit, avec mon système, tout ça c'est fini. On va pouvoir inventer un mode d'organisation qui ne dépend pas du tout de cette bonne volonté, de ces états d'âme, ce sont ses propres termes, ni de leur connaissance de métier, etc. Mais ils seront pris en charge par l'organisation du travail. Et ils seront conduits à se conformer du point de vue de leur comportement et de leur gestuelle professionnelle selon des méthodes qui seront ceux dictées par la science, mais imposées quand même par les bureaux des ingénieurs. Voilà. Et si le taylorisme a eu le succès planétaire et historique qu'il a connu, c'est bien pour ça. Et même Lénine, il faut savoir que Lénine l'a introduit dans l'Union soviétique des années 20. Ça s'est appelé tout simplement différemment, ça s'est appelé le stakhanovisme. Mais c'est exactement la même idée, c'est-à-dire une prise en charge par l'organisation du travail des ouvriers eux-mêmes. Donc ils n'ont pas à penser, ils n'ont pas à se positionner intellectuellement, cognitivement, subjectivement par rapport à leur travail, ils sont agis par l'organisation du travail elle-même. Et c'est ça qui explique la grande ardeur avec laquelle tant d'employeurs de par le monde ont mis en place ces préceptes d'organisation taylorienne du travail, parce que c'était une manière d'imposer le point de vue de l'employeur, c'est une manière d'imposer la domination, la coercition, la contrainte et le contrôle dans la définition même des tâches. Donc, voilà, l'enjeu était là. Le pourquoi travaillons-nous, c'est pour être productif de la façon jugée la plus rentable d'un point de vue capitalistique. Voilà. La réponse est... Le problème des employeurs, c'est d'apporter une réponse, leur réponse à cette question, pourquoi travaillons-nous, mais de l'apporter d'une façon qui apparaisse comme légitime. Parce que dans ces affaires-là de mise au travail, dans les sociétés démocratiques comme les nôtres, industrielles, des capitalistes mais démocratiques, il n'est pas question d'y aller par la dictature ou la mise en esclavage, etc. Il faut trouver les bases d'un consensus. Et le consensus qui était proposé par Taylor, c'était a fair pay for a fair day. C'est-à-dire, je demande beaucoup, l'organisation décide, impose ses valeurs, impose ses critères, mais elle paye. Et elle paye plus qu'avant, elle paye bien plus qu'avant. Et ça va ouvrir les possibilités d'une nouvelle société de consommation, d'abondance. Et c'est ce que Taylor avait contribué à faire en proposant systématiquement une augmentation proportionnelle des salaires, des tarifs comme il l'appelait, en fonction de l'augmentation de la productivité. Henry Ford, qui a introduit les lignes de montage dans les usines de Détroit, de Chicago, pour produire sa voiture T dans les années 20 et 30, a suivi exactement la même logique. En disant, j'impose un mode d'organisation très coercitif, la chaîne de montage, hein, c'est les chaînes qu'on a connues après, et qui est extrêmement coercitif, mais je paye 5 $, ce qui était quasiment 3 fois plus que ce que les gens pouvaient toucher à l'époque. Et là aussi, il y avait les bases d'un consensus. Les ouvriers acceptaient d'être encore plus pris techniquement en charge par l'organisation du travail qui imposait non seulement des gammes opératoires et des délais, mais qui imposait un rythme mécanique. Sous Ford, c'était ça. Ils acceptaient parce qu'ils touchaient 5 $. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Ford pensait que pour que son modèle marche, son modèle économique et productif marche, il fallait que la société change, que la société s'adapte. Et ça, c'est très intéressant de voir à quel point les avant-gardistes, si on peut dire, en termes de révolution technique et organisationnelle, pensent que la société doit se transformer pour correspondre aux exigences du modèle. Il faut savoir que quand il a dit 5 $ pour tout le monde, Ford il a créé un corps d'inspecteurs du travail qui allait vérifier au domicile privé les ouvriers s'ils méritaient ces 5 $, c'est-à-dire s'ils entretenaient leur force de travail de la façon adaptée aux besoins qu'il estimait beaucoup plus exigeants
en force physique de ces chaînes de montage. Et donc, qu'allaient voir ces inspecteurs de travail? D'abord, si l'ouvrier était marié. Pas du tout pour voir s'il fallait payer plus les gens qui avaient une famille, c'était pas du tout le problème. Ford le disait clairement parce qu'il a écrit aussi comme Taylor. Il faudrait avoir les livres de Ford dans la médiathèque d'Anthony. Bon, c'est très intéressant. Il dit, dans Ma vie, mon œuvre, il explique tout. Et il dit que il faut des gens sérieux qui entretiennent leur force physique. Et donc, il faut qu'ils soient mariés. Pourquoi? Parce que madame surveille monsieur. Donc, ben oui, il ne pourra pas aller passer ses nuits à boire dans les bistrots. Il n'ira pas courir les filles. Mais il sera soumis à un régime d'hygiène physique, physiologique et mentale, correct. Et donc les inspecteurs vérifient bien que l'ouvrier est marié, sinon il ne touchait pas. Il touche les 5 $, il touchait 3 $. Parce qu'il était considéré comme moins efficace. Et puis, Ford est allé jusqu'à, pas imposer, mais proposer des menus pour tous les jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il fallait manger? Il fallait manger beaucoup de céréales, pas trop de viande, pas d'alcool, etc. Donc il disait, voilà, il faut que les gens comprennent que si on veut correspondre aux normes de production qui sont nouvelles et qui correspondent aux rationalités qui sont mises en œuvre, productives, eh ben, il faut que la société change, il faut que la société évolue. Et réfléchissez un peu à ce qu'est le paternalisme. C'est la même chose, c'est une prise en charge de la société de façon globale. Hein. Ce que disaient les tenants du paternalisme, c'est du berceau jusqu'à la tombe. On prend en charge le logement, la cantine, on aide les écoles, on fait des fêtes, etc. Il y a une prise en charge du salarié de façon à le faire venir sur le plan des valeurs préconisées par l'entreprise, des critères préconisés par l'entreprise. Et donc, ce qui est demandé, ou ce qui est imposé, c'est que les salariés acceptent, pour des raisons qui leur conviennent, un grand salaire, enfin un salaire beaucoup plus élevé qu'ailleurs, de renoncer, au fond, à leurs propres valeurs, à celles qui répondent à cette question, pourquoi travaillons-nous? On leur demande tout simplement de renoncer à leurs aspirations, d'apporter du leur dans leur travail, de considérer que c'est leur affaire, qu'ils sont impliqués, donc ils ont leur mot à dire et qu'ils doivent faire passer des valeurs citoyennes, des valeurs de démocratie productive, des valeurs d'utilité sociale, etc., etc. Donc l'enjeu, il est là, c'est faire renoncer les salariés à leurs propres valeurs. Bon, vous allez voir que c'est absolument au cœur, cette question, elle est au cœur de la révolution managériale que nous connaissons maintenant. Et elle est beaucoup plus au cœur encore qu'elle ne l'était auparavant, pour une bonne raison. C'est que depuis une vingtaine d'années, la nature du travail a évolué. Il est de moins en moins industriel, ça ne vous a pas échappé. Il est de plus en plus tertiaire, il est de plus en plus lié à des situations d'interaction où on travaille avec autrui. Hein, on a un client en face de soi, c'est des situations qui se généralisent, ou sur autrui, hein, la médecine, l'éducation, le care, enfin tout ça, mais en situation des professionnels qui travaillent en interaction avec des gens, avec d'autres personnes. Et il est évident que pour ce type de travail, comme d'ailleurs pour les autres types de travail, avec la concurrence, la mondialisation, la concurrence par la qualité, etc., la logique taylorienne, qui est prescriptive, qui prend en charge, qui fait que le salarié est agi par l'organisation de son travail et qui ne décide pas de lui-même comment il va moduler sa réponse à des acteurs, avec des interlocuteurs qui sont différents, eh bien, il apparaît que le taylorisme, cette logique-là, elle est beaucoup moins efficace. Elle est beaucoup moins pertinente. Elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas opérationnelle. Elle est trop rigide. C'est un carcan, hein, puisque le salarié est agi et pris en charge, il est complètement porté par l'organisation et n'a très peu de marge de manœuvre. Ça n'est plus possible dans nombre de situations. Hein, on le voit, par exemple, quand vous avez des centres d'appel et des gens qui sont coincés par des scripts, qui n'arrivent pas à sortir des sentiers battus, du prêt-à-porter des réponses et des questions, ça ne marche pas. Il faut que le salarié ait un minimum de marge de manœuvre, de latitude qui lui permettent de trouver des réponses appropriées, de trouver des solutions à des problèmes, à des dysfonctionnements, à des questionnements, à des personnes spécifiques, à des problèmes particuliers. Une grande partie, même dans l'industrie, devient un travail d'interprétation des données, un travail de diagnostic,
un travail d'échange avec autrui et pas simplement de gestes opérationnels du faire. Donc, il faut que les salariés soient un peu délestés des prescriptions tayloriennes qui les entravent et qu'ils puissent être en mesure de faire un minimum, mais de faire quand même, de penser l'organisation de leur propre travail. C'est-à-dire que les situations nouvelles incitent, et je dirais conduisent même les managers à sous-traiter la question de l'organisation du travail aux salariés eux-mêmes. Et en gros, je dirais pour être un peu caricatural, l'idéal, ce serait que le salarié se transforme en petit bureau des temps et des méthodes lui-même pour s'appliquer à lui-même cette logique taylorienne d'économie des temps et des coûts. C'est-à-dire qu'il soit tout le temps en train de penser à répondre à ce qu'on veut, à ce qu'on lui demande, mais avec cette préoccupation permanente à l'esprit d'être tout de suite rentable, de ne pas dépenser trop de temps et de ne pas mobiliser trop de moyens, trop de ressources. Ce qui est demandé, c'est que chaque salarié soit en permanence en situation et avec la volonté de faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable possible, non pas d'un point de vue social, avec ce qu'il pourrait avoir comme besoin de finalité citoyenne démocrate, mais en fonction des critères de rentabilité, d'efficacité, de performance voulus par l'employeur dans le contexte d'un capitalisme financier. Voilà. C'est à chacun de se penser comme devant se mobiliser lui-même pour répondre aux attentes de ses employeurs qui le payent et donc être efficace, rentable, s'économiser non pas en termes de fatigue, mais en termes de coûts. Il doit coûter le moins possible, il doit mobiliser les ressources les moins coûteuses. Et on voit que cette logique se déverse dans les hôpitaux, dans l'enseignement, dans toutes les sphères. On en est là. Bon. Donc on est dans on retombe dans un moment historique très périlleux du point de vue des employeurs, du point de vue du management, parce qu'il faut qu'ils renoncent d'une certaine façon à cette ressource qu'est le taylorisme, qui prend en charge, qui oblige, qui institutionnalise la contrainte et le contrôle dans la définition même des tâches. Il faut renoncer à ça. Mais comment obliger à ce moment-là le salarié à renoncer toujours à ses propres valeurs professionnelles, citoyennes, démocrates, politiques, et ne mettre en œuvre que les valeurs de rentabilité, d'efficacité voulues par l'entreprise? Comment on fait? Comment on fait quand on est employeur pour obliger le salarié à faire tout ça? Comment on continue à le faire renoncer à ses valeurs sans qu'il ne soit tenu techniquement, sans qu'il ne soit prisonnier d'une organisation qui l'oblige à se conformer et à renoncer à ses propres valeurs? Voilà, alors ça c'est le cœur du management moderne qui avance sur deux pas, sur deux piliers. Le premier, qui est de l'ordre de la séduction, persuasion, il faut convaincre, il faut essayer de séduire. Et donc on a vu toute une période très importante où les directions se sont lancées à l'assaut d'une métamorphose identitaire. Ils ont voulu changer ce fameux état d'esprit qu'évoquait Taylor, c'est-à-dire puisqu'on ne peut pas le contraindre et le contrôler, il faut changer l'état d'esprit, les états d'âme des salariés. Et on a eu dans les années 80 tout un moment de ce qu'on peut appeler le tout participatif. On mettait des cercles de qualité, on faisait des campagnes de mobilisation des salariés pour qu'ils définissent l'identité de leur entreprise, la culture de leur entreprise, les missions de leur entreprise. On essayait de les faire dialoguer d'un service à l'autre. On essayait de faire en sorte que les responsables hiérarchiques puissent faire passer des idées, changent les représentations. D'ailleurs, il y a eu une révolution sémantique pour aider la chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les ouvriers ont été escamotés dans l'affaire. Il n'y a plus d'ouvriers. On ne parle plus d'ouvriers. Donc, on parle des opérateurs, des conducteurs d'installation, des pilotes de ligne, etc., automatisés. Mais le terme même d'ouvrier a été éradiqué. Ce n'est pas par hasard. Quand on veut créer une métamorphose identitaire, quand on veut changer l'état d'esprit des gens, on change leurs mots. Parce que les mots sont des vecteurs des représentations. Quand on change les mots, on change les représentations de la réalité aussi. D'ailleurs, quand vous demandez aux étudiants en sciences sociales qui ont un haut niveau combien il y a d'ouvriers en France, on trouve cette question est posée dans un très beau livre qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière de Beau et de Pialou », que j'espère vous avez dans votre médiathèque. Et ils disent, que répondent les étudiants? Ça varie entre 500 000, 1 million, etc. Il y en a, vous le savez, 5 millions. Il y a 5 millions d'ouvriers
en France. 5 millions. Mais comme on ne parle plus d'ouvriers, mais d'opérateurs, et de collaborateurs, et de conducteurs, et de machin, et bien, dans la tête des gens, les ouvriers s'en sont allés. Bon, il y a eu cette révolution sématique. Et donc, il y a toute une période où on a essayé de changer les représentations, de faire dialoguer les salariés avec leur hiérarchie, de telle sorte à ce que les gens soient amenés à oublier ce qu'ils étaient. Moi, j'ai rencontré des managers qui m'ont dit en toute bonne foi, mon boulot, c'est de produire de l'amnésie. Je suis là, des RH, des responsables RH de haut niveau, pour produire de l'amnésie. Il faut que les gens oublient comment ils fonctionnaient avant, l'idéologie de la lutte des classes, les archaïsmes, les routines professionnelles. Il faut qu'ils oublient tout ça. On a besoin nous ouvrons une ère nouvelle, nous avons besoin d'une autre société et nous avons besoin de salariés différents, de salariés nouveaux. Alors, il y a eu aussi toute la production de chartes éthiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer tout ça chez vous, les codes déontologiques, les règles de vie, hein, où les entreprises partaient à l'assaut de la définition de la morale, de l'éthique du travail, voire de la morale de la société. Il s'agissait de définir le salarié vertueux. Alors, bon, on a très vite saisi le contour de ce salarié vertueux. C'est un salarié disponible, flexible, loyal envers son entreprise, qui vise l'excellence en permanence, et surtout, c'est très intéressant, qui ne refuse pas de se remettre en question et de prendre des risques. Voilà. Ça, c'est la vertu, elle est là. Et on fait la chasse aux riscophobes, aux planqués, hein, assimilés quasiment à des parasites. Le salarié moderne, c'est celui qui accepte. Il accepte d'être mobile, de partir à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, de prendre sur son temps personnel si c'est nécessaire, d'être joignable, d'être actif s'il y en a besoin via les mails, etc., etc. Donc on redéfinit les règles du jeu, la vertu, on exalte le salarié, comme vous le disiez, aventurier, celui qui accepte de venir, venez chez nous, vous allez vous épanouir, vous allez voir, vous allez vous découvrir. Vous allez vous découvrir. Alors ça, c'est quelque chose de très très important que le management a énormément développé. Ce qu'on peut appeler, c'est que des collègues sociologues cliniciens, comme par exemple Vincent de Gaulle-Jacques, ont appelé le contrat narcissique. C'est-à-dire dans un monde du travail qui est devenu extrêmement atomisé, extrêmement individualisé, parce que depuis les années 70, il y a eu une individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail, et bien dans ce contexte-là, l'offre, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir un consensus, de créer un deal en quelque sorte. On ne peut pas passer en force totalement quand on est un employeur et un manager. Donc le deal implicite relève du contrat narcissique. Venez chez nous, nous sommes très exigeants, nous lançons des défis, nous voulons l'excellence, nous voulons des gens exceptionnels. Mais si vous acceptez de relever tous les défis que nous vous lançons, vous allez vous découvrir, vous allez voir à quel point vous pouvez atteindre des niveaux de performance que vous n'imaginiez même pas. Vous allez vous découvrir vous-même, vous allez vous réaliser, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Montrez-nous ce dont vous êtes capable, montrez-nous ce que vous pouvez faire, et surtout, montrez-nous que vous êtes meilleur que les autres. Il y a une mise en concurrence systématique des salariés les uns avec les autres, et chacun est poussé à atteindre cette espèce d'idéal de toute puissance, un idéal du moi, et de montrer, en même temps que de se révéler à soi-même, de montrer qu'il est beaucoup plus capable d'excellence et de réalisation qu'il ne l'imaginait lui-même. Ça marche souvent avec les jeunes, parce que ça joue aussi dans le cadre d'une dimension ludique. Tout ce que je viens de dire, cette espèce de discours subliminal, il existe de façon encore beaucoup plus appropriée envers les jeunes. On leur dit, venez vous éclater chez nous. Par exemple, il faut savoir que chez Google, dans certains établissements de Google, les jeunes ingénieurs, les jeunes cadres arrivent à leur bureau, à leur étage, en toboggan ou en rampe à incendie. Hop, toc. C'est différent, voilà, on arrive, c'est quand même... c'est extraordinaire. Et les salles de repos sont des soucoupes volantes, enfin en forme de soucoupes volantes.
qui distille une musique technologique. Enfin, il y a toute une dimension jeune, ludique, pour que les gens s'éclatent à leur travail et comprennent que la deuxième maison, la véritable famille, au fond, c'est le travail, et puissent accepter de rester 10 heures, 12 heures. Alors on leur fera aussi des massages, du sauna, il y aura une piste pour jouer au football, enfin, un terrain pour jouer au football, une piste pour courir. Oui, il y a cette dimension, de... il s'agit de partir en gros à la conquête de la subjectivité des salariés, de s'emparer de leur dimension la plus personnelle, de leur émotivité, de leur personnalité, et d'essayer de les convaincre de rallier la cause de l'entreprise. C'est ça l'enjeu, de rallier les valeurs de l'entreprise. Et l'entreprise est prête à aller loin pour ça. Il y a toute une dimension, peut-être que vous avez vue dans vos entreprises, maintenant, de bienveillance. Les RH se qualifient un devoir de bienveillance. Moi, j'étais invitée dans des clubs RH où il y avait toutes les grandes entreprises, et ils disent on est là pour aider les salariés, parce qu'on leur demande beaucoup. On est dans des situations très difficiles, et donc nous sommes là pour les coucouner. Et c'est surtout depuis les suicides. Depuis que la question de la souffrance, la question des risques psychosociaux, la question des pénibilités au travail, du mal-être et du stress, a occupé, comme elle l'occupe avec une intensité énorme, le devant de la scène publique et politique, eh bien il y a cette idée, nous on est là, on va les aider, on va réparer, on va les aider à franchir ce cap difficile. Alors vous savez que, par exemple, pour les cadres, s'ils veulent rester très tard le soir, ils peuvent aller passer par la conciergerie, on appelle ça comme ça, et faire envoyer par Interfleur des fleurs à madame pour qu'elle ne s'impatiente pas. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Il y a cette idée, on est là pour calmer le salarié dans cette difficulté, cette tension qu'il y a à se mobiliser au travail. Il ne faut pas que les problèmes domestiques puissent le perturber. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les clubs RH où j'étais, il y avait beaucoup des RH de l'armée, au niveau amiral, colonel, général, dans toutes les sessions. Et il y en avait un qui expliquait cette dimension de la bienveillance de manière assez quand même illustrative. Il expliquait, moi, c'était un amiral, j'ai à m'occuper des gens qui sont sur les mers, et souvent, notamment les sous-mariniers, ils partent en campagne pour une longue durée. Quel est le problème majeur d'un sous-marinier? Vous n'allez jamais deviner, je suis sûre. C'est que sa femme ne le trompe pas. Il faut entendre ça devant un parterre de 300 RH de grandes entreprises. Son problème, c'est que son épouse ne le trompe pas, parce qu'il part 3 mois dans... Bon, alors quand est-ce explique cet amiral, très sérieusement, que le risque est le plus grand quand un appareil ménager tombe en panne? Parce que c'est le plombier qui arrive, oui, c'est le plombier qui arrive ou l'électricien qui vient chez madame. Non. Et il paraît, il expliquait, ne rigolez pas, parce que les gens rigolent quand même un peu, c'est un problème auquel pensent tout le temps les gens qui sont dans leur sous-marin. Ils voient le plombier arriver chez eux, dans la maison, enfin voilà. Bon. Que fait ce RH bienveillant? Il organise un service de dépannage où on trie sur le volet les gens qui vont... Mais oui, voilà, jusqu'au... C'est risible, mais j'ai entendu cet amiral très sérieusement développer ce genre de propos dans une réunion très sérieuse de RH pour lesquelles leur entreprise payait une grande somme de frais de participation à ces sessions RH. Donc vous voyez cette idée de on demande beaucoup, on met les salariés, c'est vrai, en situation difficile, c'est pas facile de partir. L'exemple des sous-marins était très intéressant, parce que c'est pas facile de partir 3 mois loin de chez soi, etc. Bon. Mais on dévie ça c'était un des aspects, il y en avait beaucoup d'autres, de la gestion de ces ressources humaines particulières que sont les sous-mariniers, mais cette idée de il nous faut prendre en charge et résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser dans la vie quotidienne, dans la vie domestique, dans la vie privée, dans la vie amoureuse et familiale, parce que c'est notre problème si on veut que les salariés travaillent selon nos propres valeurs, selon nos propres critères, etc. Donc il y a toute cette dimension d'intrusion, mais qui rappelle les corps d'inspecteurs de Henry Ford. On va jusque dans la maison, au domicile privé des gens, on s'occupe de tout s'il le faut, pour que le système puisse marcher et que les salariés acceptent de s'adonner au travail dans les conditions qui leur sont imposées
par le nouveau management. Bon. Ça, c'est tout un aspect. L'aspect séduction, l'aspect persuasion, l'aspect de prise en charge affective, émotionnelle, etc. Bon, c'est un aspect. Il y a un autre aspect qui est beaucoup moins gai, enfin si je puis dire, ça c'est pas très gai non plus, c'est carrément tragique, enfin, je trouve que c'est absolument désespérant, mais il y a un autre aspect qui lui aussi est très préoccupant, c'est que le management a compris, enfin, non, a voulu comprendre que les salariés, parce que c'est pour ça qu'il faut doser, trop à l'aise dans leur travail, ne seront pas des salariés réceptifs aux consignes et aux critères voulus par la direction, par les directions. C'est-à-dire que des gens qui maîtrisent trop bien leur travail auront tendance à vouloir imposer leur point de vue professionnel. Voilà. Bon. Donc, et d'ailleurs, c'est difficile de présenter oralement parce que, même et de façon écrite, mais parce que quand je dis deux piliers, c'est de façon quasi dialectique. Elles avancent ensemble et l'un récupère ce que l'autre produit comme effet. Parce que le pilier dont je parle, c'est un pilier que moi j'ai appelé de précarisation subjective. C'est-à-dire qu'il y a tout un art qui est produit par les managers qui consiste à déstabiliser subjectivement les salariés de manière à ce qu'ils soient désemparés au point de devoir renoncer à leurs valeurs, à leurs critères, les règles de leur métier, et qu'ils soient obligés de se raccrocher aux règles qu'on leur impose, qu'on souhaite leur imposer, au mode de travail qu'on souhaite leur imposer. Alors, il y a tout presque on pourrait dire, un art de déstabilisation, mais il ne faut pas les déstabiliser trop, parce qu'ils deviendront inefficaces, et il faut les déstabiliser suffisamment pour qu'ils soient dépossédés un peu des ressources qui leur permettent d'imposer tout simplement un point de vue professionnel. Alors, la question, c'est comment on fait pour précariser subjectivement les salariés? Par quels moyens? Eh bien, on le voit très clairement depuis 20 ans. C'est attaquer systématiquement une ressource fondamentale qui s'appelle l'expérience. L'expérience, c'est ce qui permet aux salariés d'être à l'aise dans son travail, de se sentir en mesure de pouvoir affronter les incidents, les dysfonctionnements, les problèmes. Ça lui permet de constituer des réseaux de compétences autour de lui, de pouvoir poser des questions, de demander des conseils, de savoir qui a eu l'occasion de rencontrer tel problème et comment il a été résolu. Et l'expérience, c'est précisément ce qui permet aux salariés d'imposer un point de vue et de dire non, éventuellement. Moi, je sais comment on fait, puisque depuis un certain temps, j'ai été confrontée à ce type de travail et je sais comment il faut le faire. Je sais mieux que vous, monsieur mon manager. L'enjeu est là. Et il faut savoir que le métier, ça n'est rien d'autre que de l'expérience collective coagulée. Le métier, c'est ça. C'est de l'expérience qui a été validée, certifiée, dynamisée collectivement sur des questions de travail. Or, ce à quoi on assiste, c'est systématiquement, à l'heure actuelle, une attaque en règle des métiers. Ça, on le voit très bien dans les hôpitaux, dans les universités, les écoles, mais partout ailleurs. On substitue la notion de compétence et de savoir-être à cette notion de métier. Et par ailleurs, la déstabilisation, la précarisation subjective, elle se fait pas simplement à travers l'attaque des métiers, mais elle se fait aussi par un changement perpétuel, un changement permanent. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion, si vous êtes dans les entreprises, les restructurations qui se succèdent les unes aux autres, les réformes qui n'arrêtent pas comme des rafales, qui se déversent sans arrêt. C'est un véritable cataclysme, des recompositions de services, des reconfigurations de départements, des externalisations, des réajustements de compétences. On n'arrête pas de changer les choses sans tirer de bilan, mais c'est un mouvement permanent, une espèce de course éperdue, présentée comme une nécessité pour s'adapter à un environnement fluctuant, etc., mais qui vise aussi à faire en sorte, c'est ce que disent les managers, à ce que les gens ne s'enquistent pas. Ils le disent, il ne faut pas que les gens puissent s'enquister, puissent installer des routines, parce que ça, c'est contre-productif. Les gens vont ralentir les capacités d'innovation, vont essayer d'imposer leur méthodologie, leur méthode de travail, etc., etc.
Et donc, nous devons maintenir une tension permanente, nous devons maintenir une sorte d'attention permanente, une espèce de qui-vive généralisé pour que les gens acceptent de s'en remettre à nos procédures, à nos manières de travailler, que nous standardisons et que nous voulons imposer, parce que nous pensons, c'est pas du tout une question machiavélique, mais disent les employeurs, nous pensons qu'elles sont les plus adaptées à l'environnement économique, à la guerre économique que nous vivons en permanence. Donc nous savons la façon dont les salariés, nos salariés doivent travailler, et donc nous ne pouvons pas les laisser imposer leur propre point de vue professionnel, leurs propres critères de travail, leurs règles du métier. Il faut qu'ils acceptent de travailler autrement. Et donc, c'est vrai que nous sommes obligés de maintenir une certaine pression, une tension, et donc de déstabiliser. Moi, j'ai entendu des managers qui me disaient, dans la même entreprise d'ailleurs que celle où ils voulaient créer de l'amnésie, ils disaient « il nous faut secouer en permanence le cocotier ». Ce n'est pas une expression très jolie, mais c'est l'expression qu'ils utilisaient parce qu'il faut que ça bouge, il faut que les gens ne soient pas accrochés à leurs habitudes, à leurs routines, il faut qu'ils acceptent de prendre des risques, il faut qu'ils... Voilà. Et ça crée un sentiment d'insécurité généralisée, y compris, et là on est dans le paradoxe total, chez les salariés les plus stables, qui sont en CDI ou qui sont fonctionnaires. Ce que je vous décris vise encore plus les fonctionnaires ou les entreprises publiques que les salariés du privé. Parce que dans les salariés privés, il y a une précarité objective qui se manifeste à travers l'intérim, à travers les CDD. Bon, c'est vrai qu'on en trouve maintenant de plus en plus aussi dans le secteur public, mais c'est infiniment plus développé dans le secteur privé. Donc cette idée de déstabiliser, de précariser, de mettre les gens en situation de difficulté pour qu'ils acceptent de se raccrocher aux méthodes voulues par l'entreprise, c'est quelque chose qui est quand même systématiquement pratiqué et qui met quoi? Qui met les gens en situation d'apprentissage permanent. Il faut qu'ils réapprennent leur métier, ils réapprennent à travailler, à comprendre les tenants et aboutissants de leur travail, comment s'y prendre, qui est l'interlocuteur. Bien souvent, c'est ce qu'on voit quand on fait les enquêtes, les gens nous disent ça change tellement que je n'arriverai pas pour vous à vous montrer où je suis dans l'organigramme, je ne sais plus. Ça change tout le temps, sans arrêt, je ne sais plus de qui je dépends, je suis dans un groupe projet, et c'est transversal, il y a toute une série en cascade de responsables, je ne sais plus où j'en suis. Et donc, réapprentissage permanent, se resituer, reconstruire des repères professionnels pour pouvoir travailler, et cette peur aussi d'être mis en situation d'incompétence, parce qu'il n'y a pas le recul nécessaire pour pouvoir être sûr de la qualité du travail. Et beaucoup de salariés nous disent, à nous les sociologues, quand on va faire les enquêtes, bon, ça passe ou ça casse. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr du dossier qu'on a terminé, qu'on a bouclé, qu'on a remis, on n'est pas sûr. Parce qu'on n'a pas toutes les compétences, on n'a jamais vu ce cas-là, par exemple, personne peut nous rassurer sur quoi que ce soit, ou dans des logiques de maintenance, des gens qui disent, bon, ben, on livre des locomotives, mais on n'a pas tout contrôlé parce qu'on n'a pas toutes les compétences pour tout contrôler, on ne sait pas très bien. Bon. On croise les doigts, ou les infirmières qui disent quand elles reviennent à la maison, pendant 1 heure, elles restent avec la peur du téléphone qui va sonner et de s'entendre dire à cause de toi, il y a un malade qui est en détresse parce que tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur, etc. Et il y a véritablement, c'est pour ça que moi je parle de précarisation subjective, ce sentiment que des gens qui sont des vrais professionnels, sont des cadres, des techniciens ou même des opérateurs, mais sûrs de leur travail, auparavant qui connaissaient les règles du métier, etc., se trouvent dans des situations où ils ne se sentent pas en mesure de faire passer leurs valeurs professionnelles, mais même de faire un travail bien fait du point de vue de ce qui est réclamé par leur employeur. Et c'est là, à mon avis, que s'initie toute cette souffrance, tout ce mal-être dont on nous parle, c'est de là que viennent les suicides au travail, parce qu'il y a non seulement la peur, le désarroi, le sentiment d'impuissance, de ne plus y arriver, de toujours recommencer à essayer d'être à la hauteur, etc. Et c'est une dévalorisation de l'image de soi comme professionnel. On n'est plus le professionnel qu'on voulait être, qu'on était fier d'être, d'autant plus en France, vous savez que
des études sociologiques et des études comparatives montrent que les Français ont une petite spécificité, apparemment, de ce point de vue-là, qu'ils auraient plus tendance que dans d'autres pays à mettre leur honneur dans leur travail. Il y a un livre de Philippe Thierry Barne qui s'appelle « La logique de l'honneur », que vous devriez avoir dans votre médiathèque, non, mais qui montre bien que dans certains pays, c'est la logique contractuelle qui domine. Bon, par exemple, un salarié américain, anglo-saxon, dira peut-être, plus souvent qu'un Français en tout cas, on me demande de faire quelque chose que je ne trouve pas intelligent ni très bien sur le plan professionnel. Bon, mais c'est pas mon problème. C'est le patron qui décide, c'est lui qui me paye, il veut que ce soit... Bon, il aura un produit, in fine, qui sera peut-être pas le meilleur, qui sera peut-être pas bon, et c'est lui qui m'a imposé ça. Pourquoi j'irais me battre? C'est lui qui veut, je fais ce qu'il veut, il me paye, c'est tout. Et si après il n'est pas content, je dirais, regardez, vous m'avez demandé de faire de telle et telle manière, je l'ai fait. Je savais que ce n'était pas la meilleure, mais bon, je vous ai obéi. C'est que dans mon contrat, je suis dans un contrat de subordination juridique, je fais ce que vous me dites de faire. Le français aura plus tendance que d'autres à mettre son honneur dans le travail. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'honneur. C'est-à-dire que les autres, ils mettent leur honneur ailleurs. Plus, par exemple, dans la famille, plus dans la vie associative, dans d'autres. Mais le français aura tendance à estimer qu'il ne peut pas faire quelque chose qui déroge à sa vision de ce qui est professionnel, de ce qui est bien, des règles du métier, des règles de l'art. Non. Il aura tendance à penser qu'il faut se battre pour faire passer son point de vue et qu'il doit, il s'identifie suffisamment à son travail pour sentir qu'il a une responsabilité personnelle, même s'il est dans un cadre de subordination juridique, même s'il est un salarié, il y va de sa responsabilité, il y va de son honneur, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que le salarié français aura plus tendance à souffrir de ce sentiment de ne pas faire du vrai bon boulot, de ne pas faire comme il faut, de ne pas respecter le travail et les règles de l'art. Et il y aura une souffrance qui peut conduire à un sentiment de dévalorisation, un sentiment de perte de sens. On est vraiment là, dans le cœur de la question qui se posait au départ, pourquoi travaillons-nous, hein? Et donc, du coup, ça peut expliquer des suicides. Des gens qui ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font, qu'ils ont l'impression qu'ils ont été mis en situation d'indignité personnelle, d'indignité, et d'être pris dans un contexte qui dénature le sens. Et parce qu'il faut que je termine, je pense que maintenant, oui. Je voulais simplement peut-être terminer pour dire que ce que traduisent peut-être les suicides et cette souffrance, c'est que le travail qui est vécu dans notre société comme une expérience collective, je parlais tout à l'heure de cordon ombilical qui relie chacun à la société, donc comme quelque chose qui est partagé, qui est une expérience collective, est devenu une épreuve solitaire, une épreuve individuelle, un corps à corps de chacun avec son travail, dans une espèce de sentiment d'abandon, d'isolement, sans recours possible. Pourquoi ? Parce que avec cette mobilité, les gens et les responsables hiérarchiques bougent tout le temps, parce qu'il y a une mise en concurrence systématique des uns avec les autres, parce qu'il y a une intensification du travail qui fait qu'on n'a pas le temps, etc. Donc les gens sont dans une épreuve, et dans une épreuve véritablement solitaire, et ce dont ils parlent tout le temps quand on les interviewe, c'est de leur sentiment d'abandon, leur sentiment d'isolement, et cette espèce de casse... Et rendre bien compte de cette cassure du lien social fondamental qui caractérise et qui constitue le travail. Merci beaucoup, Daniel Linard. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette production d'amnésique dont parle le DRH. D'une part. D'autre part, c'est tout ce que vous avez dit, ça me rappelle un philosophe, c'est Bernard Stiegler, qui parle, lui, de... Vous l'appelez la précarisation subjective, et lui, il parle de prolétarisation des savoirs. C'est la même chose, parce que depuis le taylorisme, hein, c'est comme ça. Maintenant, la parole est à vous, et je vous invite à soit poser des questions, argumenter, et si vous voulez intervenir, merci de vous lever, parce que ou bien vous parlez fort, ou il faut venir ici pour que tout le monde entende. Mais je pense qu'il y a une bonne sonorité, donc ça devrait aller.
Allez-y. Moi, je voulais savoir s'il existe des comptes rendus d'enquête quand vous parlez des enquêtes que vous effectuez en entreprise. Des rapports, vous voulez dire. Il en existe, bien sûr, on a des rapports. Ils sont ce qu'on appelle de la littérature. Lisibles pour nous autres, je voulais dire. J'imagine que vous écrivez, mais qui sont sous forme de livres, enfin, qui sont accessibles. Des livres. Ah oui, d'accord. Bah oui, bien sûr. Là-dessus, oui, il y a une quantité de livres qui traitent de cette question. Vous voulez des titres? Oui. Alors, bon, il y a le mien, Travailler sans les autres, je ne parle que de ça. Il y a le livre de Yves Clos, Le travail à cœur, aussi, qui ne parle que de ça. Il y a les ouvrages de Christophe Dejour, qui traitent de cette question, Souffrance en France, et puis d'autres aussi. Il y a le livre La société malade de la gestion de Vincent de Gaulle-Jacques. Il y a L'idéal au travail de Marianne Dujarier. Enfin, il y a véritablement beaucoup d'ouvrages qui se consacrent à cette question de l'évolution du travail dans notre société. C'était pas votre question? Non, si un peu, mais je demandais précisément des rapports d'enquête en fait. Ben, c'est des rapports, ce sont des ouvrages, tous, qui sont basés sur les enquêtes, tous, de terrain, tous. Ben, si vous voulez, les sociologues du travail dont je parle, ou les psychologues du travail, etc., font partie de ces gens qui, soit directement, soit avec leurs équipes, mènent systématiquement des enquêtes dans les entreprises, et donc ne problématisent que des résultats d'enquêtes de terrain. Mais excusez-moi. Non, attendez, il y avait un monsieur derrière. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez dit plusieurs fois pourquoi travaillons-nous? Oui. Moi j'aimerais savoir pourquoi vous travaillez. C'est un discret jeune homme. Est-ce que la perception du bonheur est étroitement liée à votre désir de travailler et de faire ce métier-là? Est-ce que bonheur et métier sont vraiment inextricablement liés? Moi je ne parlerai pas de bonheur. Moi j'ai... Il y a des gens qui ne sont pas heureux au travail. Beaucoup qui ne sont pas heureux au travail, ça c'est certain. Beaucoup ne sont pas heureux au travail. Si vous voulez, moi, mon travail de sociologue, je lui ai trouvé un sens en tant que témoin. Enfin, j'essaye de mettre en évidence des réalités que l'on voit quand on va sur le terrain et qui ne sont absolument pas reflétées dans les discours des politiciens, des hommes et des femmes politiques. Et voilà, donc par exemple quand j'entends, mais c'est pas du tout pour faire de la politique, mais dire il faut remettre la France au travail, ou comme Raffarin du Québec a dit il faut que les Français cessent de considérer que le monde du travail c'est un Luna Park ou Euro Disneyland, etc. Moi je vois bien à quoi je sers, c'est-à-dire que, et mes collègues aussi, avec les enquêtes de terrain que nous menons, nous restituons une réalité du monde du travail qui est aux antipodes de ce que disent les hommes politiques, et donc on peut penser que ce qu'ils disent est la base sur laquelle ils font leur politique. Et je crois qu'il y a une ignorance, voire un malentendu, sinon une mauvaise foi, totale, parce que le discours qu'on entend en France est véritablement dramatique, et les gens, la majorité des gens, intériorise cette idée en France qu'il n'y a pas lieu de se plaindre du travail. Encore maintenant, il y a fondamentalement cette idée. Pourquoi? Parce qu'on a hérité de toute une idéologie qui a commencé en 1982 d'ailleurs, avec l'émission, si certains s'en souviennent, Vive la crise, où il y avait Yves Montand, et ça a été relayé sur la chaîne 2, et ça a été relayé par un numéro spécial de Libération qui disait bon, la crise ça arrive maintenant, c'est un bon moment pour que les Français se reprennent et reconsidèrent un peu leur rapport au travail. Bon, hein, on a beaucoup fait grève, c'était comme de Closet, toujours plus, etc. On a beaucoup demandé, on a eu beaucoup de privilèges, il y a beaucoup d'acquis en France. Bon, on a le code du travail le plus formidable, au lieu de présenter ça comme des acquis.
indispensable pour qu'il y ait un travail de qualité, etc., on a dit, maintenant, il faut qu'on se remette au travail, il faut arrêter avec tout ça. Et ça a été aggravé par les 35 heures, parce que ça a renvoyé une image de la France paresseuse. Alors que bon, la moyenne, c'est pas 35 heures, on le sait, et que les 35 heures sont beaucoup plus intensifs que dans les heures des 35 heures sont beaucoup plus intensives et beaucoup plus productives que dans les autres pays. Ça, toutes les statistiques le démontrent. Mais il y a l'idée qu'en France, on n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame, parce que les gens souffrent dans le travail pour des raisons que j'essaie de décrire, mais un petit peu schématiquement et rapidement, et ne se sentent pas légitimés à critiquer ou à porter une plainte. Voilà. Ils ne se sentent pas légitimés. Ils disent on n'a pas à se plaindre, on a du travail. Bon. Alors pour répondre à ça, si je ne travaille pas, je ne suis pas. Écoutez, il y a beaucoup de ça. Qui ne travaille pas aujourd'hui, se lève le matin, mais il souffre beaucoup. Normal au sens de longtemps. Eh bien, alors, il y a un film qui essaye de prétendre le contraire, je ne sais pas si vous... Attention, danger de travail, voilà. de Pierre Carr. De Pierre Carr, qui développe une vision selon laquelle, vraiment, il y a maintenant une génération de malins qui ont compris qu'on peut vivre sans travailler, de façon relativement confortable. Ce sont eux les malins, et tous les autres sont des imbéciles. Hein. C'est pas pour être feignant qu'ils ne travaillent pas. C'est l'idée, oui, parce que les règles du jeu au travail sont telles qu'on considère qu'on n'a pas à passer par là. Voilà. Et qu'il faut vraiment être dépendant, aliéné, etc., pour accepter de travailler, d'autant plus qu'on peut s'en sortir très bien sans travailler. Bon. Et figurez-vous qu'une fois j'étais invitée à un débat à la suite d'une projection de ce film dans un cinéma. Et il y avait une psychanalyste avec moi, un économiste et moi-même. Et la salle était remplie à craquer. Et nous avons essayé de montrer que ce n'était pas si simple que ça de se passer du travail et qu'il y avait un coût psychologique, un coût social par lequel il fallait passer, et que ce n'était pas facile de l'imposer à sa famille non plus, à ses enfants, etc. Et on a eu une salle qui nous a insulté, la psychanalyste est partie en pleurant. Et on s'est rendu compte dans la salle qu'il y avait beaucoup des gens qui étaient dans le film, entourés de leurs supporters, on pourrait dire. Bon. On a dit d'accord, le terrain est un peu miné. Enfin bon, on a continué à parler, etc. Et puis après, il y avait un cocktail. Et tout le monde s'est retrouvé autour d'une boisson. Et moi, j'étais entourée par 2-3 personnes qui étaient dans le film et qui me, littéralement, c'est juste, ils ne me secouaient pas. Ils m'ont dit, mais enfin, il y en a marre, des sociologues comme vous, c'est insupportable, vous ne pouvez pas accepter l'idée qu'on puisse vivre sans travailler comme ça, vous êtes tellement programmés, tellement machin. Et je leur ai dit, et c'est vrai, j'étais sincère sur le moment, je leur ai dit, mais au fond, je comprends ce que vous voulez dire. Vous êtes en train de me dire qu'on peut héroïser aussi, d'une certaine façon, hein, puisque c'est ça le but du cinéma, des gens qui sont sortis du système et qui sont considérés par les autres comme inutiles, etc. Je me dis, qu'est-ce que tu veux dire par héroïser? Je dis, mais non, mais montrer que ce sont des gens qui s'en sortent bien, alors d'un seul coup, le discours s'est retourné. Comment ils s'en sortent bien? C'est ce que vous me dites quand vous êtes... Oui, mais qu'est-ce que tu crois? Ils me disent, tu crois que c'est aussi simple que ça? Tu crois que c'est facile de vivre sans travailler? Tu crois que moi, je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais parce qu'on ne l'a pas demandé. Voilà. Non, mais je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est montrer un versant. Et je pense que la relation au travail, elle est profondément ambivalente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer qu'un versant. Il y a une aspiration des gens à ne pas être pris par le système, à ne pas travailler comme ça. Il y a une réelle aspiration. Et en même temps, il y a une peur totale, une angoisse totale à être extirpé, à être marginalisé, à être exclu, à être mis sur le bord de la route, et un besoin, moi je l'ai entendu, de structurer son temps, de donner du sens au temps, de donner... Bon, et il y a les deux. Alors, on n'a pas le droit de ne présenter... Enfin, on n'a pas le droit. Il est, à mon avis, dangereux de présenter de façon complètement unilatérale un aspect en disant, voilà, on s'en sort très bien sans travailler dans notre société. Non, il y a un coût. C'est ce qu'il me disait. Tu crois que c'est si facile? Non, c'est difficile. C'est difficile de ne pas être validé socialement par le travail. Parce que malheureusement, c'est ça. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Si tu es au chômage, ça veut dire que personne ne veut payer, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de qualification, personne ne veut payer pour te faire travailler. Et tu ne sers à rien.
tu n'es pas validé. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal vécu. Je peux dire, pas de valeur. Mais c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui ne travaille pas n'a pas de valeur au sens étymologique du terme. Pas de valeur sur le marché. Souvent, on se retrouve d'ailleurs chez les retraités. Absolument, absolument. Ils sont en retraite, ils sont dehors, ils sont sans travail. Ils n'ont pas de valeur. Il y a un livre, j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être, où une femme, parce que c'est toujours des enquêtes de terrain, elle parlait d'un monsieur retraité qui était grand-père. Et il dit, moi tout ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Quand j'amène mes petits-enfants, dans le parc pour jouer pendant 3 heures, ça n'a pas de valeur. Quand je les amène au théâtre, ça n'a pas de valeur. Mais si ma fille me payait en chèque service, ça aurait une valeur. C'est extraordinaire. Le sentiment qu'il faut être validé par le... Et le problème, c'est que notre société fonctionne comme ça. Si vous parlez... Moi, je n'ai pas fait d'enquête, mais j'ai parlé avec des gens qui ont fait des enquêtes sur les bénévoles. Ils ont un grand problème de reconnaissance au sein de leurs associations. Ils expliquent qu'au conseil d'administration, ils n'ont pas leur mot à dire. Quand ils essayent d'orienter, de prendre part aux décisions stratégiques de leur association, on dit non, toi, tu n'es pas salarié, tu n'as pas ton mot à dire, tu n'es pas payé. Sous-entendu, tu n'as pas de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est relaté par nombre de bénévoles. On n'est pas payé, on n'a pas de valeur, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Ah, comment c'est ? D'accord. Oui. Mais est-ce que c'est pas en contradiction, c'est-à-dire, je suis plus content de ce que vous dites maintenant, est-ce que ceux qui disent si je ne travaille pas, je n'ai pas de valeur, on n'utilise plus ce mot, aujourd'hui c'est une aliénation, c'est-à-dire il a intégré quelque chose qui est une aliénation, c'est-à-dire qui va même jusqu'à des gens qui disent, je ne sais pas comment on dit maintenant, je gagne tant kilos francs, c'est-à-dire même la hauteur du salaire qui est la mesure de leur reconnaissance. Mais est-ce que le fondement du travail, c'est pas qui n'a plus de sens? C'est-à-dire, vous connaissez cette expression du maçon qui dit « j'aimerais pas habiter la maison que j'ai construite ». Et puis le médecin, je fais des débats avec des médecins qui disent « mais je ne peux plus soigner parce qu'on me demande d'être rentable ». Est-ce que c'est pas, en dernière analyse, la rentabilité qui l'emporte sur l'utilité? Bien sûr. Et est-ce que, dernière question, est-ce que la détermination ultime, ce n'est pas ce qu'on appelle la guerre économique, qui est organisée, elle n'existe pas, mais cette guerre économique est une sorte de chantage où les différents États sont des entreprises, on est en compétition, donc c'est une militarisation de la société aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la séduction, c'est une militarisation. Les parents des petits-enfants, moi j'ai des petits-enfants, ils sont affolés, ils disent mais l'institutrice, il prend du retard, parce qu'il ne va pas être dans la course, c'est quelque chose de voilà, la guerre économique, la militarisation, et ce qu'a dit le jeune homme, effectivement, les Grecs, et aujourd'hui ça devrait être pareil, c'est-à-dire c'est plus noble de s'occuper de la politique ou de faire quelque chose qui a un sens que de produire des gadgets ou de produire, comment font ceux qui travaillent dans l'industrie de l'armement, disent ce que j'ai fait, c'est finalement nuisible. Donc, sauf que la politique, elle subit la même logique que ce qu'on décrit. Hein. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur les cabinets politiques où on montre que la professionnalisation voulue fait qu'on n'arrive plus à distinguer un cabinet de gauche d'un cabinet de droite. Ils ont les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes il y a quelque chose qui est extrêmement réducteur. Les critères de travail relèvent de la gestion du privé telle qu'elle est définie par les grands consultants, les grands cabinets de consulting. Et là, il y a une espèce effectivement de... alors, aliénation, c'est une question que je trouve intéressante. Moi, j'ai voulu faire un peu de provoque et j'ai dit qu'on a besoin d'aliénation. C'est-à-dire que... D'objectivation. Non, d'aliénation. C'est-à-dire de travailler pour autre chose que soi-même. C'est ce que les gens disent quand ils disent « je veux travailler pour la société ». Je veux bien mouiller ma chemise, mais pour que ça serve à la société. Et c'est une aliénation, parce que je ne travaille pas pour moi. Je ne travaille pas pour moi. Si on est rousseauiste, on travaille pour la société, on travaille pour soi. Oui, mais enfin bon, c'est plus compliqué. L'idée d'être pris, d'être obligé de faire des choses qui sont fatigantes,
qu'on n'aime pas faire, mais qu'on fait parce qu'on sait que c'est utile, on sait à quoi ça... Ça peut être... Bon, ça peut être aussi une forme d'aliénation. Je joue un petit peu avec l'aliénation. Ça vient du terme d'être pris en charge par une logique extérieure. C'est ça, l'aliénation. Non, Hegel distingue aliénation et je veux m'extérioriser dans une œuvre. Ça, c'est autre chose. Et Gérard Mendel qui oui, mais même sans œuvre, c'est l'idée, ce que je fais, c'est utile pour autrui. Voilà. Mais oui. c'est pas une œuvre. C'est utile pour autrui et j'accepte d'être aliéné par autrui parce que c'est le fondement de la société. Voilà. Mais l'aliénation pour le capital, c'est encore autre chose. Et si je fais, comme je fais des débats avec des directeurs d'agences de banque, ils savent qu'il faut que chez banque de la merde. Voilà. Ça, c'est autre chose. Donc ça c'est l'aliénation. Ça c'est pire que ça. C'est une forme de... Je sais pas, il faut trouver un terme, mais bon, c'est pas que de l'aliénation. C'est pas que de l'aliénation. Enfin, bon, c'est peut-être pas très utile ce conflit linguistique, mais bien sûr que les gens ont de plus en plus le sentiment que leur travail correspond à des finalités qui ne sont pas légitimes. Ça c'est certain, qui ne sont pas légitimes. Et on le voit particulièrement bien dans le monde hospitalier en ce moment, dans le monde de l'enseignement. On voit, même dans les centres commerciaux, les gens disent on nous fait faire n'importe quoi. Et il y a un dégoût de soi. Voilà. Il y a un dégoût de soi qui vient souvent des contraintes dans lesquelles ils sont plongés dans le cadre de leur travail. Il y a une... Et la souffrance, elle est là. Et ça vient dans la recherche, même. Bah, nous, on est soumis complètement à ça. Nous, on est évalué en fonction maintenant du nombre de publications. Alors, on est classé entre publiants et non publiants. Il nous faut demander à être reconnu comme excellent. Donc, la question est de savoir, parce qu'excellent, c'est un petit nombre. Forcément, hein, si tout le monde est excellent, c'est plus excellent. Donc, la question est de savoir, est-ce que les chercheurs vont accepter de demander à être reconnus comme excellents, c'est-à-dire au détriment de leurs collègues? Ben oui, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, en disant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la règle du jeu. Moi, j'ai besoin de faire ma carrière, d'avoir des primes, etc. Et ce qui est pire, c'est qu'on fait des recherches qui peuvent déboucher très vite sur une publication. Puisqu'on est jugé, évalué, on a des primes à travers la publication, des gens qui font des investissements et qui font des erreurs, c'est nécessaire. Par exemple, en chimie, en physique, ils disent on ne peut pas tabler uniquement sur des recherches qui vont réussir dans les 2-3 ans parce qu'on ne trouverait rien. Il faut admettre qu'on puisse faire des erreurs, recommencer, on progresse par essai-erreur. Mais on ne peut plus, parce que ça ne débouchera pas tout de suite sur une publication. Donc on va prioriser ceux qui débouchent sur des résultats immédiats. Donc c'est un détournement complet du sens de la recherche. Bien sûr qu'on a la même chose chez nous. Il y a une dénaturation systématique du sens que les gens peuvent donner à leur travail par le biais d'une objectivation pour déboucher sur une comptabilité analytique qui permet de classer, d'évaluer et de sanctionner les gens. Voilà. C'est le cœur de la pensée des Stigler. Et là, vous faites un constat qui est quand même assez terrible. On a envie de dire, mais comment s'en sortir? Qui parle? Quelles sont les voies qui... Debout. Non, je veux dire, là, on est en train de faire un constat qui est assez terrible. Est-ce qu'il y a quelques voies quelques possibilités de s'en sortir, quelques perspectives un petit peu plus positives? Alors, moi, il y a des associations. À part la révolution. Non, il y a des... La révolution, c'est un peu... il faut s'en méfier aussi, des fois. Oui. De velours. Ah, de velours. Mais je crois que, bon, il y a des initiatives, beaucoup... Enfin, moi, par exemple, je fais partie de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées qui a été monté à France Télécom à la suite des suicides par 2 syndicats qui, d'habitude, n'ont rien à voir ensemble. La CGC et Sud. C'est eux qui ont monté cet observatoire. Ils ont fait un boulot remarquable. Ils ont abouti. Maintenant, Lombard est quand même mis en examen, le président de France Télécom. Les suicides, certains sont reconnus comme accidents du travail. Bon, il y a des progrès, il y a des initiatives qui se mettent en place, etc.
mais je pense que ça passe essentiellement par la capacité qu'auront les uns et les autres de faire prendre conscience aux salariés de la légitimité de mettre en question ce modèle. Parce que, et ils n'osent pas le mettre, je viens de l'évoquer tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas cette légitimité à dire qu'on souffre. Parce qu'on dit comment? Alors que doivent dire les Chinois? Que doivent dire les Indiens? Mais c'est ça, donc taisez-vous. Les gens intériorisent et se censurent. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas... Donc, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective des enjeux des évolutions du travail et combien ça nuit profondément aux salariés, combien ça crée du mal-être, ça crée des risques psychosociaux graves, gravissimes, qui retombent sur la société, hein, parce que le trou de la sécurité sociale, c'est pas par hasard non plus, le monde du travail y contribue énormément. Bon, et le fait que, par exemple, en France, les seniors soient les moins nombreux de toute l'Europe à travailler, hein, à partir de 55 ans, ils sont très largement évacués. Qui les prend en charge? C'est la société. Donc, il faut voir que ces évolutions du travail s'en remettent à la société pour payer tous les pots cassés. Bon. Et donc, l'idée de pouvoir mettre en question ce modèle, ça me semble être une phase prioritaire nécessaire. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Les gens vous diront, mais attendez, vous avez un boulot, vous n'allez pas vous plaindre. Alors, et en plus, nous sommes dans une société quand même où systématiquement on dresse tous les salariés contre les fonctionnaires. Hein, et vous en avez donné un exemple tout à l'heure. Oui. Un usager pas content qui disait à un fonctionnaire, j'imagine, un agent du service public, c'est moi qui te paye. Alors, hein, tu te tais. Bon. On monte systématiquement les salariés contre les fonctionnaires, on monte systématiquement les gens qui sont précaires contre les gens en CDI. Moi, j'ai été une fois invité par un mouvement très intéressant d'ailleurs, qui essaye de solidariser et de créer un mouvement collectif avec les précaires. Et quand je leur disais, c'est terrible votre situation précaire, mais il faut que vous sachiez que les gens qui sont en situation de stabilité souffrent aussi. Je me suis fait, bon, pas vider de la salle, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il y a cette incapacité à prendre en compte les problèmes des uns des autres. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très frappant. Il y a une enquête qui a été menée par Baudelot, Golac et Ali, qui s'appelle « Le bonheur au travail ». Faut-il travailler pour être heureux? Et il montre de façon incontournable que 60% des salariés pensent qu'ils sont personnellement victimes d'injustice sociale au travail. Et c'est personnel, c'est pas un problème collectif. Ils ont le sentiment que c'est eux qui sont exploités et personnellement victimes d'injustice sociale. Et ils ne font pas le lien avec les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant. Donc, moi, je ne vois pas que les choses puissent changer de façon profonde s'il n'y a pas cette phase préalable de prise de conscience collective que les gens sont dans le même bateau et que ce soit sous forme de travail précaire ou sous forme de précarité subjective ou sous forme de dénaturation du sens du travail ou d'intensification du travail, les gens souffrent tous ensemble au travail pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, si on réfléchissait mieux à la question du travail, le lien entre travail et emploi, on s'apercevrait que le niveau d'emploi dépend largement de l'intensité qui est exigée des gens qui travaillent. S'il y avait une moindre intensification du travail chez les gens qui travaillent, il pourrait y avoir plus d'emplois. Mais effectivement, on condense sur une population pas très importante des densités et des intensités de travail très très fortes. Donc tout ça est à mettre en débat, est à mettre en discussion. La question de la légitimité, de la contestation des règles du jeu actuelles du travail, il faut qu'elles puissent se développer. Oui, je voulais demander cette insécurité du salarié que vous décrivez, justement cette mobilité constante et forcée, et que les gens ne sont plus capables de faire. Est-ce qu'au final, l'entreprise en tire quelque chose? Ce que je veux dire, est-ce que c'est bon pour la... Non, mais c'est la vraie question. La question, c'est est-ce que c'est pas contre-productif, est-ce que c'est pas suicidaire du point de vue de l'entreprise que de créer des salariés qui soient à la limite de la compétence et qui soient toujours en position d'envoi? Alors, la réponse, elle est malheureusement non, parce que les salariés prennent sur eux et développent
une immensité d'efforts, d'imagination, d'inventivité, de savoir-faire, puisent en eux-mêmes les ressources pour essayer d'affronter les situations et d'être à la hauteur. Et c'est ça qui rend compte de la situation d'épuisement généralisé dont souffrent les salariés français. Tous les salariés français se disent au bord de l'épuisement. Alors on leur dit, vous ne travaillez pas autant que les Chinois, que les Indiens, etc. Oui, mais parce qu'ils prennent sur eux. Et c'est aussi pour ça, et je m'arrête, je vous passe la parole, c'est aussi pour ça qu'il y a si peu de seniors qui travaillent. C'est pas par hasard, on les élimine parce qu'eux, ils ne tiendraient pas le coup. Il y a une question derrière. Il y a aussi C'était exactement la question que j'avais. Sachant qu'effectivement, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de seniors, mais ça veut dire c'est un peu une sélection naturelle, mais n'empêche que les jeunes, il faut les former, ça coûte de l'argent, donc effectivement, c'était la question que je me posais, ça devient contre-productif pour l'entreprise. Non, pour la société, ça devient contre-productif pour la société parce que les entreprises performantes qu'on décrit là, elles prennent des jeunes entre 28-30 ans, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves dans le précariat, et elles les éliminent à partir de 48-50 ans. Donc c'est sur une population de salariés bien déterminée. Ça explique le chômage, ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'épuisement aussi. Hein. Les gens sont épuisés parce que ce qu'on leur demande et alors, ça fait partie du jeu. Oui, on vous demande beaucoup, mais c'est là que vous nous prouvez votre employabilité. Montrez-nous que vous êtes à la hauteur de ce qu'on vous demande. Montrez-nous. Et les gens sont obligés d'en rajouter. Vous savez, toute la question de l'évaluation, j'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais quand on voit les objectifs individuels qui sont fixés, moi, les gens, je l'entends me dire, les objectifs, il ne faut pas les atteindre. C'est pas vrai. Il faut les dépasser systématiquement. Si on ne dépasse pas systématiquement les objectifs, c'est qu'on n'est pas bon. Et les entreprises, les managers disent, on ne peut pas miser sur vous. Montrez-nous que vous pouvez les exploser, les objectifs. Voilà. Donc on est dans cette logique du toujours plus. Et les gens qui sont poussés par cette sollicitation du registre narcissique dans une quête infinie de reconnaissance, vont de frustration en frustration parce qu'ils ne sont jamais reconnus. La logique, c'est jamais assez. Mais montre-moi ce que tu peux faire mieux. Montre-moi que tu peux faire plus. Montre-moi que tu peux faire mieux qu'un tel et un tel. Et c'est ça qui pousse les gens alors, dans un état d'épuisement, de concurrence, de sentiment d'isolement, et puis de perte de sens et de haine de soi. Voilà. Et ça, c'est malheureusement les logiques à l'œuvre. Alors, c'est contre-productif, je dirais vraiment beaucoup pour la société. Mais ça marche parce que les gens ont tellement peur, ils prennent tellement sur eux qu'on se demande comment ils y arrivent. Mais ils y arrivent. Alors avec des médicaments, des trampolines, il y en a beaucoup qui prennent. Vous savez que la cocaïne, ça se développe énormément dans les entreprises. Pour tenir le coup, les gens prennent de la cocaïne. Ils prennent des amphétamines, ils prennent des trucs pour tenir. Et ça, c'est voilà. Ça me fait penser aux travaux de Nicole Aubert sur la société, l'urgence et le temps. Surtout sur l'urgence et le temps. En fait, elle développe l'idée comme quoi on a perdu un peu les repères, notamment au niveau du divin dans la société depuis plusieurs dizaines d'années. Et qu'en fait, les personnes ne vont plus chercher Dieu à l'extérieur d'eux, mais ils vont chercher Dieu en eux, dans l'intensité de la vie, dans l'intensité des épreuves, et dans cette espèce de dépassement de soi, en essayant de se prouver quelque chose. Et de toute puissance, de quête de toute puissance. Et de toute puissance. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose de fait de l'évolution de l'espèce humaine, où il y a une espèce de recherche, de quête de développement personnel des personnes, et qui vont, grâce au travail, essayer de se découvrir eux-mêmes, et qu'on est face à une évolution moi, personnellement, je ne peux qu'accepter. Je me semble qu'il n'y aura pas grand-chose qui va changer, ou ça peut se faire avec des ateliers comme ici, parce que vous parlez de prise de conscience, mais des prises de conscience, et il faut atteindre des masses critiques, etc. Et en fait, il me semble qu'il s'agit de beaucoup de perte de repères, et que les personnes vont se rechercher eux-mêmes une espèce de développement personnel à travers le travail. Absolument. Alors on devrait faire ce développement personnel à côté et remettre le travail à sa place comme un outil au service de soi, et non pas inverser les choses. Mais c'est absolument ça, parce que vous touchez du doigt un point particulièrement important, c'est-à-dire que le travail est censé mettre en relation l'individu avec la société. Or, il met l'individu face à lui-même.
C'est ça, ce que j'appelle le contrat narcissique, le registre narcissique. D'ailleurs, Nicole Aubert travaille beaucoup avec Vincent de Gaulle et Jacques, et ils sont sur les mêmes... C'est eux qui ont même mis en avant cette idée de contrat narcissique ou de registre narcissique que je trouve extrêmement éclairant. Le problème, c'est que si chacun se prend pour Dieu, effectivement, il n'y a plus de société possible. Il n'y a plus de lien social possible. Et puis, il y a une angoisse, une frustration permanente. Il y a eu ce qu'on peut appeler un rétrécissement absolument tragique du périmètre d'investissement au travail. On ne travaille plus pour les autres. C'est là que je parle d'aliénation, c'était dans ce sens-là. Il faut de l'aliénation. On peut pas ne croire qu'en soi-même et croire qu'on est... Si chacun croit qu'il est Dieu, voilà, ça ne marchera pas. Là, il y a un sens de l'aliénation que je vois comme ça. Il y a une puissance supérieure qui nous domine. C'est la société. Enfin, ce n'est pas nécessairement Dieu, mais ça devrait être la société. Elle est supérieure à chacun. Voilà. Et on a tendance à faire exploser ça, et chacun cherche son destin personnel, sa survie personnelle, son épanouissement, en utilisant, en instrumentalisant le travail, alors que le travail, c'est ce qui, effectivement, permet à chacun de s'insérer de façon citoyenne dans la société, et c'est un enjeu par définition collectif. C'est un enjeu collectif parce que la manière dont les gens sont mis au travail, comme ce qu'ils produisent, concerne tout le monde. C'est un enjeu collectif. Or, c'est précisément ça qui est en train d'exploser. Et on est en train de couper le cordon ombilical qui relie chacun à la société. Chacun cherche dans le travail de s'épanouir. Et pas tellement l'argent. Alors là, on disait je pèse tant de kilos francs. Moi maintenant. Ah, non, il y a une quête. Non, il y a une financiarisation absolument de la société. Ça, c'est un autre problème où le capital se nourrit de lui-même et une espèce de folie absolument absurde et meurtrière qui fait qu'on recherche la rentabilité absolue, les 30%, les 15%, 20% de rétribution des actions. Mais à côté de ça, et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, à côté de ça, les gens eux-mêmes... J'ai fait une grande enquête avec 2 collègues sur les cadres, avec Mélanie Guillon-Varche et Gaëtan Floco, et il nous est apparu que les cadres, même supérieurs et très très investis dans la carrière, etc., ne sont pas accros du salaire. Ils sont beaucoup plus accros de la reconnaissance au travail, d'être choisi, d'être promu, d'être considéré, d'être repéré, d'être remarqué. C'est beaucoup plus ça, et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Exactement. Il y avait un monsieur avant vous. Allez-y. Levez-vous. Si, debout. Debout. Oui, j'ai pas envie. Oui, moi j'avais envie de faire écho à la question qui était posée là sur, en positif, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. C'est quand même ça qui me semble important, surtout pour des jeunes. Pour moi, ça l'est peut-être moins pour des jeunes. Et bon, moi ce qui me frappe, c'est un point qui me paraît frappant, c'est que, il y a quand même le syndicalisme par rapport à tout ce que vous évoquez, qui me paraît en gros légitime et fondé, enfin ce que vous dites. Bon. Alors, ce que je trouve frappant en France, on est quand même un des pays développés, enfin, les États-Unis, je ne sais pas trop, mais pour l'Europe, où il y a le moins de gens syndiqués, où les gros bataillons du syndicalisme se recrutent dans la fonction publique parce qu'il y a la sécurité, notamment il y a cette affaire de sécurité de l'emploi, etc. Et moi j'y vois, alors ça c'est pas un point de vue sociologique, ce que je vais dire, mais j'y vois quand même aussi peut-être un trait de caractère latin ou français, je ne sais pas, parce que quand on va vers le nord, quand on va vers les pays scandinaves ou même l'Allemagne, on voit quand même que les gens sont nettement plus syndiqués, qu'il y a des grosses cohortes de syndiqués qui permettent d'établir un certain rapport de force. Moi je pense aussi que ça se pose en ces termes-là, et bon, à telle enseigne que les salariés sont... Il me semble que c'est une des issues, en tout cas en positif, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait... Alors moi la question que je me pose, je ne sais pas si vous avez étudié ces aspects-là, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans un pays comme le nôtre, le syndicalisme reprenne un peu de couleur, quoi. Parce que c'est quand même ça, le fond pour moi. Moi, je suis absolument persuadé que la France ne serait pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui
y compris en termes industriels, par exemple. Hein. C'est vrai que les industries ont fichu le camp un peu partout. Bon, nos grandes boîtes ont... Enfin, voilà, hein, on va pas développer ça, mais que la France ne serait pas dans l'état dans lequel elle est si, au lieu de 10% de syndiqués, on avait 20, 25, 30 ou 40% de syndiqués. Ça me paraît une réalité de fond, quoi. Bon, alors ça... Et puis, moi, une autre issue que je vois en positif, c'est, il me semble, c'est des revendications, c'est un type de... un axe de revendication qui apparaît quand même, je crois, ici et là et de plus en plus, qu'il faudrait que institutionnellement soit inscrit par la loi la possibilité pour les salariés d'être représentés dans les conseils d'administration des entreprises, de faire valoir leur point de vue, ce fameux point de vue dont vous parlez. Moi, je me suis j'étais dans le secteur associatif, dans une tête de réseau associatif où il n'y avait pas du tout c'était de la gestion du personnel à la grand-papa, hein, très très paternaliste. Il n'y avait pas dans le secteur associatif, par exemple, qui est important, où il y a des centaines de milliers de salariés, secteur social, médico-social, il n'y avait pas de gestion du personnel. Voilà, bon. Et moi, j'avais envie qu'on soit représenté, qu'on puisse effectivement, comme vous dites, ça c'est tout à fait profond, dire notre mot sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, de l'association dans laquelle j'étais, etc. Alors, là, il y a quand même des exemples, moi, il me semble. Moi, je suis un lecteur d'Alternative économique depuis longtemps, et ils font valoir, notamment le rédacteur en chef, Guillaume Duval, qu'en Allemagne, il y a une représentation via le comité d'entreprise des salariés qui n'est pas, comme on dit faussement, la cogestion, mais la codétermination, la Mitbestimmung, et qui fait que les salariés ont droit de veto sur des aspects stratégiques de la conduite de l'entreprise. Hein. Et là, on sort du capitalisme, quelque part. Hein. Il y a un coin qui est enfoncé dans le pouvoir, dans cette espèce de toute-puissance des dirigeants, etc. Moi, ça me paraît une voie d'avenir. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est qu'en France, et c'est pour ça que tous les aspects des dérives managériales sont les plus fortes, il y a une défiance systématique de la part du patronat français, de la part du management français à l'égard des salariés. Ça fait ridicule de le dire, mais je pense que c'est scientifiquement valable de dire que si les organisations syndicales n'osent plus parler du déclasse et de mener la lutte des classes, fermement le management l'amène et le dit clairement. Ils disent, nous avons en face de nous une population de salariés qui n'est pas adaptée à la réalité de la guerre économique que nous traversons, qui n'est pas adaptée à l'ère de la mondialisation. Il nous faut mener la bataille pour les transformer, pour en faire des salariés à l'allemande. Hein, il y a cette idée qu'on ne peut pas lâcher quoi que ce soit en France, parce qu'on a deux handicaps. Le premier, c'est l'héritage de l'idéologie de la lutte des classes, qui n'est pas si loin. Il faut voir que 68, quand même, a beaucoup traumatisé le patronat français. Hein, et pas que le patronat. Les décideurs politiques, il ne faut pas oublier que le général de Gaulle avait disparu pendant 3 jours de la scène politique pour s'enquérir de la fidélité de l'armée allemande. De l'armée française auprès de la Suisse en Allemagne, excusez-moi. Bon, ça veut dire qu'il se pensait au bord de la guerre civile. Il ne faut pas oublier ça. Ça a été un traumatisme qui est resté dans les esprits managers, et ils pensent qu'ils ont une guerre à mener contre les salariés français et doivent ne rien lâcher jusqu'à ce que les salariés français soient acquis définitivement à la cause de l'entreprise. C'est quelque chose qui est fondamental. Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle si on nommait cette réalité. Alors, les pistes, quelles seraient les pistes dans le cadre d'une France pas aussi traversée par ces traumatismes, on pourrait dire? Ce serait pourquoi ne pas miser sur cette spécificité des salariés français à vouloir bien faire. Hein, pourquoi pas miser sur ces compétences, cette volonté d'avoir un point de vue averti, expérimenté, de professionnels sur ce qu'ils ont à faire,
pour essayer de réinventer des formes d'organisation du travail qui soient plus efficaces, plus innovantes, parce qu'il faut bien voir, on peine, on est dans des entreprises qui sont mauvaises. Faut voir les choses. Les entreprises, par exemple, automobiles françaises sont de loin pas les meilleures. Ils n'ont pas des bons gestionnaires, des bons industriels à leur tête. Bon, pourquoi ne pas s'appuyer sur le capital de compétences, de volonté de bien faire, de savoir-faire français pour essayer d'innover et de dépasser la situation de marasme économique dans laquelle on est, de crise économique dans laquelle on est. Là, ça serait une piste. On en est loin pour l'instant, mais ça, je pense qu'il faudrait aussi que ça pousse du côté que vous identifiez, vers les syndicats, etc., parce qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Le problème majeur, à mon avis, c'est qu'il n'y a même pas de compromis. On n'est pas dans les situations de compromis. Toute la période fordienne, taylorienne, des années 50, 60, 70, qui était dure, etc., il y avait des avancées sociales, économiques, parce que ça poussait, ça exigeait par en bas. Et donc, en haut, c'était obligé de céder, de faire des compromis, de trouver des solutions, d'innover, etc. Mais maintenant, plus du tout. C'est totalement unilatéral. Le management décide en permanence, décide sans arrêt des choses nouvelles, mais il n'arrête pas d'imposer, et n'est pas du tout soumis à des pressions, à des exigences qui imposeraient des innovations, qui imposeraient des solutions. Il n'y a pas de compromis. Oui, pardon. Parce que les gens ne sont pas solidaires. Alors voilà, je travaille dans la fonction publique, j'ai travaillé chez France Télécom, je m'en suis sortie. Bravo. Oui, mais je vais vous dire, maintenant je suis au ministère de la Santé, et ben, on me dit, ah oui, mais vous les suicidez. Voilà. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que même au ministère de la Santé, maintenant ça fait 9 ans que j'y suis, je vois que la situation se dégrade aussi. Et les gens ne se bougent pas. Et je dirais par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'expérience, et ben moi maintenant, comme je vois le milieu professionnel, comment ça se passe, et ben j'ai pas envie de rester longtemps à un endroit. Je reste 4-5 ans à un endroit, parce que de toute façon, je sais que même si j'ai des propositions à faire, on n'en tiendra pas compte. Quand on va me recruter, on va me dire, vous avez des idées, n'hésitez pas. Quand vous les apportez, ah non, on a toujours fait comme ça, on va pas changer. Bon, bah, vous faites avoir une fois, 2 fois, et moi maintenant, je vous le dis carrément, moi ce qui m'arrange, c'est que je passe 4-5 ans à un endroit, et quand j'en ai marre, je vais voir ailleurs. Voilà. Et là, moi en ce moment, j'ai énormément de problèmes dans mon poste, mais même avec des collègues, parce que je vais vous dire, entre collègues, c'est je vais aller chez les comptes des chefs tous les jours. Enfin bon, je ne vais pas raconter ma vie. Je pense qu'il y a d'autres gens qui connaissent le même genre de choses. Et je vais vous dire, moi je suis dans un trinôme, maintenant il y en a 2 contre moi. Voilà. Bon, et ben moi, aujourd'hui, je suis allée passer un entretien pour aller voir ailleurs. Parce que moi, je ne vais pas tenir. J'ai résisté à France Télécom, je ne vais pas me bousiller la santé au ministère de la Santé. Si ça vous fait rire, moi, je vais apporter un peu d'humour. Non, mais honnêtement, il n'y a pas de solidarité. On récolte aussi. Oui, alors justement, ce que j'allais dire, pour que les syndicats puissent reprendre la main, il faudrait qu'il y ait une recomposition. On est dans une situation d'atomisation dans le meilleur des cas, indifférence aux autres dans le meilleur des cas, sinon c'est la guerre. C'est la guerre. Et combien ? Et en plus, je vais juste dire une chose, c'est que moi quand je suis rentrée à France Télécom, c'était en 95. Les premiers jours quand on était reçus, il y avait même des gens des syndicats qui nous ont dit battez-vous les jeunes, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Et par contre, je me suis toujours demandé comment en 10 ans, la situation elle s'était détériorée à ce point-là. Parce qu'après les syndicats, ils n'arrivaient plus à rien, quoi. Oui, mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'ils ont commencé à faire entrer des contractuels. Voilà. Ben justement. C'est comme ils avaient peur de perdre leur place, ils disaient rien. Voilà. Et puis il y a eu ces 22 000 personnes en surnombre qui ont été identifiées, il fallait les virer. Ça, tout de suite l'ambiance est créée. Hein. Et il y a des livres qui ont sorti des personnes qui ont travaillé dans une société. Il y avait la caissière là, qui avait fait un livre. Ah oui, il y avait la les tribulations qui travaillait aussi, qui racontait aussi, alors si vous avez des fonctionnaires ou je ne sais plus, mais pareil, elle doit raconter comment ça se passait. Effectivement, il y avait des choses qui étaient tout à fait normales dans le travail. Ah, c'est Maillère sur EDF. Il y avait du chez Brice. La paresse. Oui, bonjour paresse. Corinne Maillard. Donc on accuse les gens de faire,
Et moi, ce que vous avez dit en fait tout à l'heure, par rapport quand vous êtes par rapport au management, etc. On vous entend pas, hein, là où je travaille, en fait, là où je travaille, moi j'ai ressenti ça fait 2 ans, ça se passe comme ça aussi, il y a des changements. En fait, on nous dit toujours accepter le changement, accepter le changement. Et ce changement-là, effectivement, c'est la dévalorisation. Donc le métier, on ne reconnaît pas le métier, on le perd. Et donc d'ailleurs, on nous a conduit un système informatique qui veut bien dire ce qu'il veut dire, parce qu'on appelle usine quelque chose. Et donc, on est dévalorisé en fait. Là derrière, on vous entend pas. Oui, je parle pas fort, je suis désolée. On vous entend pas. Parce qu'en fait, je disais que là où je travaille aussi depuis 2 ans, ça se passe un peu pareil. On est un peu dévalorisé, le métier change. On nous incite à accepter le changement, accepter les choses. Et puis en fait, nous, en fin d'année, effectivement, dans les sociétés, c'est devenu aussi à la mode. On dit, on a en fin d'année un entretien qui s'appelle un entretien individuel d'évaluation, développement de compétences, c'est encore mieux, nous. Aucune compétence n'est développée parce que des fois on ne nous donne pas de formation. Et on est dit, t'as pas besoin, enfin, vous n'avez pas besoin de cette formation, vous êtes dans le métier depuis tant d'années, etc. Donc finalement, ça sert juste à voir, bon, est-ce que vous avez atteint les objectifs, est-ce que vous avez fait ce qu'il faut, et puis à nous mettre un peu en concurrence. Et là, depuis quelques temps, c'est ça un peu. On nous met en concurrence les uns les autres, et donc effectivement c'est la pression un peu sur les personnes qui veulent bien faire. Bon, vous n'avez pas atteint les chiffres, vous n'avez pas fait. Donc c'est de la dévalorisation, et il ne faut pas vous plaindre, vous avez un boulot. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit aussi. Merci. Est-ce que Daniel, vous voulez encore rebondir? Sinon, il faut vraiment. On a dépassé presque une demi-heure. Et par respect pour les bibliothécaires qui doivent demain se lever et être au boulot. Et donc là, je crois que c'est un travail valorisant. Merci pour votre participation à tous.